Parlement israélien qui a été largement ovationné dans des proportions telles que, totalement inédites dans la vie politique israélienne et qui va s'exprimer dans les prochaines secondes. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. C'est un grand honneur, c'est un très bel endroit. Très bel endroit. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres de la Knesset, Monsieur le Speaker, chers citoyens israéliens, nous sommes réunis ici en un jour de joie profonde et d'espoir profond, de foi renouvelée, une journée où nous pouvons remercier chaleureusement Dieu Tout-Puissant, Abraham, Isaac et Jacob. Au bout de 2 années terribles de noirceur, de captivité, 20 otages courageux sont rentrés, retrouvent leur famille. 28 autres vont rentrer enfin chez eux pour se reposer sur le sol, dans le sol et sur le sol sacré de leur pays pour l'éternité. Après tant d'années de guerres incessantes, les cieux sont bleus, on n'entend plus les armes. Et enfin, cette serre sacrée est en paix. C'est une région qui va vivre, si Dieu le veut, qui va vivre dans la paix pour tous et pour l'éternité. Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin d'un âge de terreur et de mort, l'âge du renouveau, le début de l'âge du renouveau et d'espoir en Dieu. C'est le début d'une harmonie pour Israël et pour l'ensemble des nations qui bientôt vont constituer une région extraordinaire. Et j'y crois vraiment fortement. C'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Et je voudrais exprimer ma gratitude à un homme qui a fait preuve d'un patriotisme extraordinaire et d'un courage extraordinaire et qui a fait tout ce qui était possible pour que ce moment soit possible. Vous savez de qui je parle? Il n'y en a qu'un seul, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et il n'est pas facile, je peux vous le dire. Il n'est pas la personne la plus facile avec qui traiter. Mais c'est ce qui en fait quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce qui le rend extraordinaire. Merci beaucoup, Bibi. C'est du bon travail. Et je voudrais également remercier chaleureusement tous les pays du monde arabe et musulman qui ont œuvré de concert pour exercer une pression sur le Hamas et libérer les otages. Nous avons reçu beaucoup d'aide de la part de personnes auxquelles vous ne penseriez même pas. Et je voudrais réellement les remercier pour cela. Et c'est un triomphe extraordinaire pour Israël et le monde entier d'avoir toutes ces nations œuvrées de concert en tant que partenaires de la paix. Et c'est tout à fait inhabituel pour vous de voir cela, mais cela s'est fait dans cette affaire et c'était un moment tout à fait inattendu, un moment extraordinaire. Des générations, c'est une chose dont les générations se souviendront comme étant le moment où tout a commencé à changer et à changer pour quelque chose de bien meilleur. Comme les États-Unis maintenant, ce sera l'âge d'or d'Israël et l'âge d'or du Moyen-Orient. Ils vont travailler de concert.
Et je voudrais remercier plusieurs patriotes américains pour leur aide incroyable qui a permis à ce que quelque chose que tout le monde croyait impossible de se réaliser. Beaucoup de gens pensaient que nous perdions notre temps et les gens nous disaient « Vous perdez votre temps », mais nous ne l'avons pas perdu parce que nous avions d'autres personnes qui ont travaillé avec nous, des gens qui aiment leur pays, des gens qui aiment la région, qui aiment le Moyen-Orient. Et je voudrais remercier mon ami Steve Witkoff. Et il n'avait jamais fait cela avant, mais c'était un grand businessman et je connais beaucoup de grands businessmen, pour être honnête, mais il a des compétences de négociation extraordinaires et il a su bien négocier. C'est un art. Il y a des gens qui peuvent savoir négocier assez bien, mais ce qui est important avec Steve, c'est que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tout le monde l'adore. Tout le monde. Je veux dire par là que je connais des négociateurs qui sont très bons, mais qui n'auraient jamais pu instaurer la paix au Moyen-Orient. On aurait plutôt eu une troisième guerre mondiale. Tout le monde adore Steve et tout le monde le respecte et peuvent se retrouver des points communs avec lui. C'est ce que j'ai constaté au fil des ans. Sortez, il faut sortir cette personne tout de suite, maintenant, dehors. Et aussi, membre de parlement Kassif, il doit sortir tout de suite, fais-le sortir tout de suite. Désolé de cela, Monsieur le Président. Je vous en prie. C'était très efficace. Bon, pour en revenir à Steve. Mais il était réellement impliqué. Nous avons ensuite fait venir Jared et nous avions besoin d'autres têtes pensantes. Nous avons fait venir un groupe de personnes, mais Steve a œuvré et a chapeauté tout cela. Il est comme Henry Kissinger. Il faisait le lien. Steve veut simplement que le travail soit fait, c'est tout ce qu'il souhaite. Mais une histoire très rapidement, parce que comme vous le savez, il travaille également sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre qui n'aurait jamais dû se produire. Si j'avais été président, elle n'aurait pas eu lieu. Tant de jeunes et de soldats sont tués chaque semaine, et plus encore. Et c'est une honte. Ça n'aurait jamais dû se produire. Malheureusement, cette guerre est là. J'ai repris cette guerre terrible qui fait rage, et je pensais que je pourrais régler cela facilement. Je pensais que c'était beaucoup plus facile que de faire ce que nous avons réussi à faire ici avec succès avec Israël et beaucoup d'autres personnes. Mais ceci est venu en premier, mais je vais envisager une réunion avec Poutine d'une cinquantaine, d'une vingtaine de minutes. Et Steve ne connaissait pas Poutine, ne connaissait pas la Russie, ne connaissait pas vraiment la politique, mais il était très bon dans le domaine immobilier, mais il avait cette qualité que je recherchais et que je ne voyais pas ailleurs chez d'autres. Et j'ai arrangé une réunion avec Poutine et j'ai dit, est-ce que Steve
a terminé, parce que ça faisait à peu près une demi-heure que la réunion se tenait. Mais on m'a répondu non, il est toujours là. Et j'ai dit comment ça va? On m'a dit je ne sais pas, il est toujours à l'intérieur. Et j'ai dit une heure plus tard, j'ai rappelé, j'ai dit je voudrais parler à Steve. On m'a répondu il est toujours avec le président Poutine. Et j'ai dit bien ça c'est une longue réunion, une heure déjà. J'ai rappelé une heure plus tard, encore il était encore avec Poutine. 3 heures plus tard, il était toujours avec Poutine. 4 heures plus tard, il a commencé on a commencé à me dire que bientôt il allait sortir. Et 5 heures plus tard, il est sorti. Et j'ai dit mais bon sang, de quoi parliez-vous pendant 5 heures? Et il a dit beaucoup de choses intéressantes. Nous avons parlé de beaucoup de choses intéressantes, y compris pourquoi il était venu, mais il ne pouvait pas en parler pendant un certain temps. Il a pu en parler pendant un certain temps, en sachant pertinemment ce qu'il allait obtenir. Mais c'est un talent. C'est que la plupart des gens que j'ai envoyés, d'abord, n'auraient pas été acceptés. Deuxièmement, la réunion durait 5 minutes. Et c'est ce qui s'est passé avec Steve. Tout le monde l'adore de ce côté et de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est un grand négociateur parce que c'est une personne extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Steve. Et je voudrais remercier particulièrement quelqu'un qui réellement aime Israël et qui en fait aime tellement Israël que ma fille s'est convertie. Ma fille s'est convertie. Je ne savais pas que ça allait se produire. Et Ivanka est parmi nous. Et Bibi, vous savez que ce n'était pas dans les cartes, en ce qui me concerne, vous le comprenez. Elle est tellement heureuse et ils sont tellement heureux. En tous les cas, je pense qu'ils sont heureux. S'ils ne le sont pas, là, et on a quelque chose à raconter. Non, c'est un très bon mariage et ils s'entendent très bien. Ce sont de très bons amis. Ils ont une relation très particulière. Et Jared a été nous a apporté tellement son aide. Il a fait quelque chose de très particulier. Il a préparé les accords d'Abraham avec un groupe de personnes extraordinaires. Moi, je dis Abraham plutôt que le prononcer à l'anglaise Abraham. Donc, les accords d'Abraham. C'est tellement plus joli. Abraham contre Abraham. Je ne veux pas avoir l'air trop doctorant, mais vous voulez que tout le monde soit content. Mais nous avons des talents extraordinaires et nous n'avons pas d'excuses pour ce qui se passe parce que nous avons eu des gens extraordinaires qui travaillaient là-dessus. Et ensuite, nous avons quelqu'un du nom de Marco Rubio qui est également des nôtres aujourd'hui. Et je prévois que Marco sera connu par la suite comme le plus grand, le meilleur secrétaire d'État aux États-Unis. J'y crois vraiment. Nous nous sommes vraiment battus, vous vous en souvenez, il était dur, il était mauvais. Et je me disais, voilà, ça ne va pas se faire. Et maintenant, je vais dire, il va partir comme étant le plus grand. Il a toujours été intelligent, un esprit brillant, les gens le respectent. Et nous avons maintenant quelqu'un qui est jeune, mais un leader extraordinaire. Je l'ai connu il y a longtemps et il s'est avéré encore meilleur que nous ne pensions, n'est-ce pas, Suzy? Meilleur encore que nous ne le pensions. Et c'est Pete Hegseth qui est notre secrétaire de la guerre, anciennement secrétaire de la Défense.
Et comme vous le savez, nous avons gagné la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ce qu'il y a eu entre les deux, tout ce qu'il y a eu avant, nous avons tout gagné. Et ensuite, ils ont eu l'idée très brillante de changer le nom en guerre. On avait le secrétaire de la guerre et c'est devenu le secrétaire de la défense. Et nous nous sommes battus d'une manière politiquement correcte. Nous avons toujours eu les militaires les plus forts et nous avons toujours les militaires les plus forts, encore plus forts qu'avant, parce que nous avons complètement reconstruit tous les aspects du militaire. Et nous avons réglé 8 guerres en 8 mois. Et maintenant, en incluant celle-ci, et on m'a dit, en fait, ça a été rapide parce que hier je disais 7, mais aujourd'hui je peux dire 8 puisque les otages sont de retour. Les otages sont rentrés chez eux. C'est un sentiment agréable. C'est la première fois que je dis les otages sont de retour. Ça fait tellement de bien de le dire. Mais lorsque vous réglez 8 guerres en 8 mois, cela signifie que vous n'aimez pas la guerre. Tout le monde pensait que je serais brutale. Je me souviens d'Hillary Clinton qui, au cours de notre départ, a dit « Regardez-le, regardez-le, il va entrer en guerre avec tout le monde ». Et en fait, elle a dit « Il a une personnalité qui ne pense qu'à la guerre ». Et en fait, non, pas du tout. Ma personnalité m'amène à vouloir arrêter les guerres. Et cela signifie également que ce changement de nom ou d'attitude ne signifie pas que nous allons faire la guerre, mais si nous faisons la guerre, nous gagnerons cette guerre comme personne n'a gagné une guerre avant. Nous ne serons pas politiquement corrects. Nous n'allons pas faire cela comme vous l'avez dit, Bibi, la paix à travers la force, la paix basée sur la force. Les États-Unis ont les militaires les plus puissants de l'histoire du monde. Je peux vous le dire, nous avons des armes dont personne n'a jamais rêvé. J'espère simplement que nous n'aurons jamais à les utiliser. Nous avons reconstruit, j'ai reconstruit notre système militaire. Il y avait des choses que j'ai détestées. Je détestais certaines de ces armes parce que leur puissance est telle que ces armes sont dangereuses. Elles sont très dures, mais nous faisons ce que nous avons à faire. Nous fabriquons les meilleures armes du monde. Nous en avons beaucoup. Nous en avons donné beaucoup à Israël, pour être honnête. Bibi m'a appelé si souvent me disant peux-tu me donner telle arme et telle arme et telle arme, même des noms des fois que je n'avais jamais entendus, mais je l'ai fait, nous lui avons donné et ce sont les meilleurs. Mais vous les avez bien utilisés aussi. Il faut également des gens qui sachent les utiliser. Et vous les avez réellement bien utilisés. Mais nous avons tant donné qu'Israël est devenu puissant. Et c'est ce qui nous a permis d'aboutir à la paix. Donc, alors que nous fêtons la journée d'aujourd'hui, souvenons-nous de ce cauchemar et comment il a commencé. Il y a 3 ans, la veille des vacances de Simchat Torah, des milliers d'Israéliens ont été attaqués par des terroristes dans une attaque la plus horrible que le monde ait jamais connue, avec un massacre de jeunes, c'est la pire chose que nous avons connue depuis l'Holocauste. Et ce 7 octobre a frappé l'humanité en plein cœur. Personne ne croyait à ce que l'on entendait.
Les États-Unis d'Amérique ont vécu cela avec vous. Nous avons fait le deuil de nos citoyens qui ont été également pris ce jour-là, et nous avons pleuré pour les familles dont la vie avait changé à tout jamais du fait des atrocités commises ce jour. Et tout le peuple d'Israël, je vous demande je voudrais que vous sachiez que nous étions à vos côtés, que nous pensions toujours à vous, et que nous n'oublierons jamais, et que nous voulons que cela ne se reproduise jamais. Depuis le 7 octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été un pays en guerre, endurant des fardeaux et des choses si lourdes que seul un peuple courageux peut supporter. Pour tant de familles sur cette terre, cela fait des années que vous n'avez pas connu un jour de véritable paix. Mais enfin, aujourd'hui, et pas uniquement pour les Israéliens, mais également pour les Palestiniens et pour beaucoup d'autres, ce long cauchemar est enfin terminé. Et au fur et à mesure que les débris sont enlevés, que la fumée s'arrête et que les cendres sont nettoyées et que l'aube se lève sur une région qui sera transformée avec un avenir beaucoup plus lumineux. Et cela est à votre portée maintenant. C'est un moment extraordinaire pour Israël et pour l'ensemble du Moyen-Orient, parce que les forces du chaos et de la terreur ont sévi dans la région pendant des années et des années, et qui aujourd'hui sont défaites. Une nouvelle coalition de nations fières et responsables émerge, et grâce à nous, les ennemis de la civilisation ont dû faire retraite grâce à la bravoure et aux compétences des forces de défense israéliennes et grâce à l'opération Rising Lion, le lion qui se lève. Regardez un petit peu toutes ces personnes qui sont là, comme pour un film. Donc, vous avez fait du très bon travail. Les gens vous adorent. Vous avez travaillé de manière extraordinaire ensemble pour mettre fin au terrorisme. Il y avait donc des scientifiques dans le domaine nucléaire et d'autres personnes. Et grâce à cette opération Midnight Hammer, c'était vraiment un très beau nom pour cette guerre que nous avons menée. Les militaires américains ont volé dans ces bombardiers, les B-2, qui sont très jolis d'ailleurs. Ce sont de jolis avions. Je ne savais pas du tout que ces avions pouvaient faire ce qu'ils ont réussi à faire. Et nous venons d'en commander 28 autres. Une version plus récente. Et nous allons en avoir toute une série. Et une centaine d'autres avions les ont accompagnés, y compris des avions de combat et 52 ravitailleurs qui les ravitaillaient 4 à 5 fois. Ce voyage a pris 27 heures aller-retour, mais nous avions des ravitailleurs dans le ciel pour tous les autres acteurs, avec les F-22, les F-35, les F-16 et beaucoup d'autres avions. Nous avions donc 52 stations essence, si je puis dire, dans le ciel. Nous avions le général Raising Cane qui est ici parmi nous aussi. Je vous demanderai de vous lever. Merci.
le général Kane, je lui ai dit, nous avons des problèmes avec les islamistes. J'étais à Washington et j'ai dit, combien de temps cela nous demandera pour les vaincre? Et il m'a dit 3, 4, peut-être 5 ans. Et j'ai dit, non, nous avons le meilleur équipement au monde. Pourquoi? Donc je me suis rendue en Irak, j'ai rencontré un homme du nom de Kane et j'ai dit, quel est votre prénom? Il m'a dit, on m'appelle Raisin. Et j'ai dit, attends, je vous appelez Raisin Kane, cela fait longtemps que je vous cherche. Vous plaisantez. Et on m'a dit qu'il faudrait 3 ou 4 ans pour en finir avec l'État islamique. Et je n'ai jamais oublié cette rencontre. Je l'ai rencontré et je lui ai dit, est-ce que je pourriez vous demander, général? Il a dit qu'il y avait un autre général, et il y avait d'autres personnes également. On avait tout un ensemble de personnes et entre lui et les personnes qui sont à côté de lui, nous pourrions nous enrichir en tournant des films. Mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une bonne chose que les militaires s'entendent aussi bien. Lorsque les généraux m'ont dit aux États-Unis, il faut plusieurs années, j'ai dit, nous avons les meilleurs équipements, pourquoi est-ce que ça demande si longtemps? J'ai dit 4 ou 5 ans, et je lui ai dit, Raisin, combien de temps il vous faudra pour vaincre l'État islamique? Il m'a répondu, on peut le faire en 3 semaines, mais peut-être que vous avez un petit peu plus de temps. Et j'ai dit, mais vous plaisantez, de quoi parlez-vous? Ils m'ont dit 4 ans. Et il m'a dit, bien, monsieur, voyons. Et ça, moi, ce n'est pas à moi de le dire, mais vous me posez la question, ce qu'il faut faire, c'est les frapper depuis l'Est, l'Ouest, d'en haut, d'en bas et de tous les côtés. Et j'ai dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait? Et il n'a pas voulu dire quoi que ce soit de méchant contre ses supérieurs. Non pas qu'il soit ses supérieurs, parce que c'est bien l'inverse, parce que c'est lui qui a mené cette opération, une opération menée sans erreur aucune. Elle a été menée parfaitement. Et j'ai dit, vous pensez vraiment pouvoir le faire en 4 semaines? Il m'a dit oui, à 100%. Il faut faire les choses de manière différente. Ils utilisaient une base à des centaines de miles. Et il a dit, il y a toute une série de bases à travers le Moyen-Orient. Il ne voulait pas les utiliser parce qu'il ne voulait pas offenser les pays. Il ne savait même pas où allaient les pays. Les avions, il n'aurait même pas su où allaient les avions. Et ils ont dit non, ils ne voulaient pas offenser qui que ce soit. Mais nous pouvons le faire en 4 semaines. J'ai dit, vous êtes sûr? Parce que je vais vous rappeler. Je vous rappellerai lundi. Je retourne à Washington. Mais vous pensez 4 semaines? Il vous dit, oui, oui, monsieur, je pense qu'on peut le faire en 4 semaines. Il nous reste un peu de temps. Je l'ai rappelé lundi. Et j'ai dit, vous pensez pouvoir le faire en 4 semaines? Il a dit oui. Et j'ai dit, allez-y. Et il l'a fait en 4 semaines et même moins de 4 semaines. Donc, général, levez-vous, s'il vous plaît. Une fois de plus, c'est un véritable général. Ce n'est pas un général de pacotille. Il ne veut même pas passer à la télévision. Il ne veut pas qu'on voit la télévision. Et nous avons donc bombardé les installations nucléaires de l'Iran avec 14 bombes, en détruisant totalement leur armement nucléaire. Et ensemble, nous avons empêché ceux qui encouragent le terrorisme dans le monde à obtenir l'arme nucléaire. Et pensez-y, si nous ne l'avions pas fait, et en supposant qu'on ait le même accord que celui que nous avons aujourd'hui, on aurait eu vraiment un nuage noir au-dessus de cet accord. Et les autres pays arabes, les autres pays musulmans ne se seraient pas sentis vraiment très confortables pour conclure un tel accord. Si l'Iran avait eu l'arme nucléaire, ils auraient eu l'arme nucléaire dans les 2 mois qui suivaient, et même peut-être moins que cela. Et c'était donc la dernière possibilité d'agir. Et pendant 2 ans, nous avons donc laissé cela de côté. Les pilotes ont dit, cela fait 22 ans
important que vos prédécesseurs regardent cela. 3 fois par an, nous regardons cela de plus près. Mais si on ne l'avait pas fait, s'il n'y avait pas eu et si l'Iran avait eu des armes nucléaires, nous ne serions pas là aujourd'hui, même si nous avions signé un accord, ce que l'on n'aurait pas pu faire parce que beaucoup de gens n'auraient pas voulu entendre parler de cela. Et nous avons réellement écarté un nuage noir qui était au sud d'Israël. Et c'est un honneur pour moi d'avoir pu aider. Mais est-ce que vous pouvez imaginer, supposons, Bibi, que nous ayons les mêmes documents, mais que vous aviez quelqu'un là-bas qui avait tous les qui était le plus puissant au Moyen-Orient. Ils ont pris un sacré coup, n'est-ce pas? Oh, aïe, aïe. Ils ont été frappés de tous les côtés et ce serait une bonne chose si on pouvait avoir un accord de paix avec eux. Est-ce que vous seriez content? Est-ce que ce ne serait pas bien? Parce que je pense qu'en fait ils le veulent. Je crois qu'ils en ont assez. Quelqu'un a dit, monsieur, ils redémarrent leur programme nucléaire. Et j'aurais dit non, ils ne recommencent rien du tout. Ils veulent survivre et la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est commencer à nouveau à creuser des trous dans une montagne qui vient d'être frappée dans le cadre de notre attaque. Ils veulent survivre, mais je pense que Steve et Jerry, je vous rappelle une fois de plus, on appelle toujours Jared quand on veut que les choses se fassent. Steve, Jared, le général Marco, vous pouvez faire cela facilement, mais il faut d'abord que l'on s'occupe de la Russie. Il faut que ça se soit fait. Steve, si ça ne t'ennuie pas, d'abord on se concentre sur la Russie et ça se fera. Au Liban, là, nous avons réussi à anéantir le Hezbollah. Mon administration soutient le nouveau président du Liban dans sa mission qui est de désarmer de manière permanente les brigades du Hezbollah et il travaille bien et de mettre en place la paix avec ses voisins. Nous sommes tout à fait favorables à cela et c'est une bonne chose, une très bonne chose. Et cette semaine, avec ce cessez-le-feu, nous avons réalisé la chose la plus extraordinaire, la percée la plus extraordinaire. Je n'avais jamais vu cela. J'ai participé à beaucoup de choses qui ont bien réussi, mais je n'avais jamais rien vu de pareil à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Les gens dansent dans la rue, pas seulement en Israël. Ils dansent dans les rues de pays qui n'auraient jamais dansé dans les rues concernant ce qui se produit aujourd'hui. Les gens dansent littéralement dans les rues. Donc, cette longue et difficile guerre est maintenant terminée. Les gens disent cela fait 3000 ans, certains disent 5000 ans que cela dure, peu importe. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et c'est une réalisation sans précédent et l'ensemble de la région a entériné ce plan et Gaza sera démilitarisé immédiatement, le Hamas sera désarmé et la sécurité d'Israël ne sera plus jamais menacée de quelque façon que ce soit. Donc Israël, avec notre aide, a gagné tout ce qu'elle pouvait gagner à la force des armes. Vous avez gagné. Le moment est venu maintenant de traduire cette victoire contre les terroristes sur le terrain en paix et prospérité pour l'ensemble du Moyen-Orient. Le moment est venu de profiter des fruits de votre labeur. Monsieur le leader de l'opposition, c'est un leader de l'opposition très gentil. C'est un homme sympathique. Bibi est un homme sympathique. Il sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Non, un homme très gentil. Vous pouvez être un petit peu plus gentil maintenant, Bibi, parce que vous n'êtes plus en guerre.
Mais ce n'est qu'en saisissant les opportunités du moment que nous pourrons réaliser notre objectif et nous assurer que les horreurs de ces dernières années ne se reproduiront jamais et que l'on ne reverra jamais cela. Il y a 8 ans, je suis venu dans cette région dans le cadre d'un premier voyage à l'étranger en tant que président des États-Unis. Je suis venu très rapidement au début à votre demande et j'ai parlé aux dames musulmanes et du monde arabe en leur disant en Arabie Saoudite qu'il était temps de se sortir des griffes de l'extrémisme et du terrorisme. Et maintenant, dès que j'aurai fini, et je suis très en retard entre les leaders de l'opposition et le discours très long, brillant mais très long de Bibi, je suis très en retard. Et il faut maintenant que j'aille en Égypte. Je pensais que j'allais venir très rapidement et que je pourrais partir rapidement vers l'Égypte. Vous aussi, vous avez parlé longtemps, monsieur. Mais j'aime tout ce que vous avez dit. Ça aurait pu être pire. Et imaginez qu'en plus, si je n'avais pas aimé ce que vous aviez dit, ce ne serait pas une bonne chose, Ron, n'est-ce pas? Non, vous avez fait du très bon travail, Ron. Je vais en fait, dans peu de temps, je vais rencontrer les pays les plus riches et les plus puissants du monde. Mais maintenant, c'est les États-Unis qui est de loin le pays le plus riche du monde avec nos tarifs douaniers. Mais je vais rencontrer les pays les plus puissants, les plus riches, avec des dirigeants extraordinaires dans beaucoup de cas. Dans certains cas, je ne dirais pas que c'est nécessairement quelque chose. Je suis d'accord avec eux, mais il y a des personnes extraordinaires qui nous ont réellement aidés et permis que cela se réalise. Donc, je vais m'y rendre. Je vais être très, très en retard. Il se peut qu'il ne soit même plus là quand j'y arriverai. Mais nous allons donc y aller. Mais nous avons réussi donc à écraser le califat de l'État islamique et nous avons ces accords d'Abraham et enfin ce cessez-le-feu de cette semaine. Et beaucoup de ces nations y ont joué un rôle essentiel. Si je peux vous le dire, Steve et Jerry vous diront la même chose. Et nous avons montré que la paix n'est pas juste un espoir auquel nous pouvons rêver, c'est une réalité sur laquelle nous pouvons capitaliser jour après jour, avec chaque pays et chaque personne. Et de ce fait, le Moyen-Orient maintenant prêt à se saisir de ce potentiel extraordinaire. Vous avez un potentiel extraordinaire dans cette région. Il faut que cela soit clair pour l'ensemble des populations dans la région, que des décennies de terrorisme et d'extrémisme, de djihadisme et d'antisémitisme n'ont pas donné de bons résultats. Cela a été un désastre, cela n'a fait que tuer des gens. Tuer et tuer encore. Ils sont complètement détruits. Tout ce que vous pensiez. En fait, c'est encore pire que le pire des scénarios. Regardez Gaza, l'Iran, et cette haine n'a engendré que misère, souffrance, échec et mort. Cela n'a pas servi à affaiblir Israël, mais à annihiler les forces mêmes qui ont fait le plus pour fomenter cette haine en Israël. Tout cela n'est plus intéressant. Et on a vu des gens qui ont dépassé leurs différences et ont poursuivi un engagement. Et ce sont ceux qui réussissent le mieux dans la région. Ils s'entendent bien avec Israël et se portent bien. Et je peux vous dire que les 4 pays qui font partie des accords d'Abraham et qui se sont ralliés à ces accords, et vous me ferez tous une faveur, et je vais le dire pendant un certain temps à d'autres amis, nous aimerions que vous puissiez rallier les accords d'Abraham pour que tout ceci soit vraiment réalisé. Nous avons eu dans l'histoire de notre pays un des présidents qui était le pire président de l'histoire des États-Unis. Barack Obama n'est pas très loin derrière d'ailleurs.
Ils n'ont rien fait avec ces documents incroyables, mais maintenant, vous pouvez le mettre en place, l'utiliser pour aller vers la paix. Il y a des gens qui aiment Israël et qui aiment beaucoup plus Israël maintenant qu'il y a 5 semaines. Vous êtes revenu fort parce que vous commenciez à avoir une mauvaise image dans le monde. Et je disais à Bibi, le moment est venu, et il l'a compris mieux que n'importe qui, parce que le monde est immense. J'ai dit beaucoup de choses et j'ai dit, cette petite terre, et c'est petit, elle est petite, c'est incroyable, vous regardez une carte, même simplement la carte du Moyen-Orient, pas la carte du monde, et il y en a ce petit territoire, et regardez ce que vous avez fait, c'est incroyable. Incroyable. Mais le monde aime à nouveau Israël. Le monde aime Israël. Et comme je vous l'ai dit, le monde est grand et fort. Et c'est le monde qui gagne, finalement. Nous n'avons plus à nous inquiéter maintenant. Au cours de ces derniers mois, il y a eu une période où le monde voulait la paix et Israël voulait la paix. Tout le monde le voulait. Tout le monde la voulait. Et quelle victoire! Si cela avait duré encore plus 3 ou 4 ans de plus et que vous aviez continué à vous battre, les choses commençaient à devenir très chaudes et le moment où cela s'est produit était vraiment extraordinaire. J'ai dit, Bibi, vous vous souviendrez de cela beaucoup plus encore que si vous aviez poursuivi la guerre et tué encore. Ce ne serait pas du tout la même chose et je voudrais vous féliciter d'avoir eu le courage de dire, ça y est, nous avons gagné et maintenant profitons de nos vies, reconstruisons Israël et pour faire en sorte que ce soit encore plus beau et plus fort que jamais. Cela demandait beaucoup de courage. Et le choix pour les Palestiniens ne saurait être plus clair. C'est leur chance de se détourner de leur passé de terreur et de violence pour se débarrasser des forces de haine. Il y a des gens qui, ces derniers mois, voulaient vraiment que cela se produise. Et après tant de douleurs et de moments durs, le moment est venu de se concentrer pour reconstruire leur pays plutôt que d'essayer de détruire Israël. Nous ne voulons pas que cela puisse se reproduire. Et la population de Gaza doit se concentrer sur la restauration des fondements de la dignité, de la stabilité et du développement économique afin de pouvoir jouir d'une meilleure vie que méritent leurs enfants après toutes ces décennies d'horreur. Et je vais être partenaire de cet effort en ce sens que nous allons apporter notre aide et que nous allons faire quelque chose qui est devenu maintenant extrêmement populaire. Tout le monde veut participer et on appelle cela le Conseil de la paix. Est-ce que ce n'est pas un beau nom? C'est un conseil, mais le Conseil de la paix. La seule chose négative pour moi, c'est que chaque pays impliqué m'a demandé à être le président et je vais vous dire, je suis très occupée, je ne pensais pas cela. Mais nous allons bien faire les choses et nous avons le pouvoir et la richesse, parce qu'il faut la richesse pour reconstruire et nous avons une richesse comme peu de gens en ont et je voudrais remercier les pays arabes et musulmans pour leur engagement qui soutiennent la reconstruction en toute sécurité de Gaza. Il y a beaucoup de pays arabes, de pays très riches qui nous ont dit nous allons investir beaucoup des quantités très importantes pour reconstruire Gaza et je pense que cela va se produire. Ils veulent restaurer la dignité et le dire. Et je veux dire qui sont ces pays parce que ce qu'ils font est quelque chose qui vous impressionnera beaucoup, Bibi. Vous avez besoin de cela, vous avez besoin de leur puissance économique et ils veulent que ça fonctionne et ils veulent que ça se fasse dans la sécurité, que ce soit bon également pour Israël.
Et il y a autant d'argent qu'il peut y en avoir, et je vous assure qu'il y en a beaucoup. Et pour ces pays, ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont, à leur richesse. C'est beaucoup, réellement beaucoup d'argent, des montants que l'on ne pourrait même pas concevoir, mais pour ces pays, ce n'est pas tant que cela, parce que cela assure le succès et la stabilité au Moyen-Orient, qui est ce qu'ils souhaitent voir. Donc, je pense que nous allons, je vais rencontrer donc ces personnes en Égypte dans peu de temps. Il se peut que ces gens ne soient plus là. Ils ont peut-être se remonter à bord de leur Boeing, et je leur ai demandé quels avions ils allaient prendre. On m'a dit le 747, et j'ai dit mais c'est un grand avion. Steve, est-ce que vous pensez qu'ils sont partis avec leur nouveau Boeing 747? Je ne sais pas. On va le voir, on le saura très bientôt. Ce sera donc quelque chose d'intéressant. Il y aura 2 personnes qui y resteront, qui seront les 2 plus pauvres. Mais ce sera le groupe des pays les plus riches et les plus puissants, un groupe qui s'est réuni, qui nous attend, et c'est le groupe le plus riche et le plus puissant qui se soit jamais réuni. Il n'y en a jamais eu un comme celui-ci, et ils ne veulent que le bien, faire du bien. Et avec ces engagements, je dirais au monde qui le fait, parce que vraiment, ils méritent qu'on leur accorde ce crédit. Il y en a certains qui ne le voudront peut-être pas, mais ils le méritent. Et il est plus évident que jamais que les pays les plus productifs et responsables de cette région ne doivent pas être des ennemis ni des adversaires. Il faut qu'ils deviennent des partenaires et même des amis plus tard, et cela pourra se produire, car ensemble, vous pouvez lutter contre les forces du chaos et vous pouvez aller de l'avant. Et c'est important. Parce que vous pouvez vous battre contre les forces du chaos qui se sont battues contre vos intérêts. Mais c'est toujours une menace importante, et vous pouvez maintenant mettre en place la prospérité et des opportunités pour toutes les populations de cette terre. Et c'est ce qui va se produire. Vous allez récolter des succès auxquels Israël n'avait même jamais pensé, qu'Israël n'a jamais connu, parce que vous avez été très ferme et vous avez fait la bonne chose en vous défendant. Ne vous inquiétez pas tant de cela, vous avez gagné, et maintenant vous pouvez construire et vous pouvez faire des choses que vous n'aviez jamais pensé être possibles. Lorsque vous utiliserez ce génie pour faire autre chose, ce sera quelque chose que je qualifierais de miracle dans le désert. Et ça l'est déjà d'une certaine façon, mais ce sera extraordinaire lorsque vous pourrez passer du temps à penser autre chose qu'à la guerre et à la défense et au combat. Et c'est vraiment mon espoir et mon rêve, je dirais, les accords d'Abraham se révéleront être tout ce que nous pensions qu'ils seraient. Ces pays ont été très courageux et l'ont fait très tôt, et chaque pays profitera financièrement de cela. Et même dans cette période difficile que nous venons de passer, tous sont restés membres des accords d'Abraham. Ils ont fait un travail extraordinaire. Nous savons qui vous êtes, et vous savez qui vous êtes, et je voudrais vous remercier. Et ils ont dit, ils sont restés pour des raisons de loyauté, mais aussi parce que cela leur a permis de gagner beaucoup d'argent. Et j'espère que chacun des pays qui ont demandé Jared qu'ils vont se rallier rapidement, et ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cela permettra de rassembler des pays bien au-delà de nos rêves les plus fous, et plutôt que de construire des forteresses pour éloigner les ennemis, les pays de cette région vont construire des infrastructures pour leur permettre de vivre ensemble, parce que vous devez faire face à un autre monde. C'est un type de concurrence différente, et au lieu de construire des missiles et des armes, la richesse de cette région devrait être investie dans les facultés des écoles de médecine, et également l'intelligence artificielle
Il y a beaucoup d'intelligence artificielle et il faudra beaucoup d'intelligence pour rembourser toutes ces sommes. Mais c'est un sujet vraiment d'actualité. Et je dirais qu'il y a un an, les États-Unis étaient un pays mort. Je l'ai déjà dit. J'ai entendu le roi d'Arabie Saoudite le dire, puis j'ai entendu les Émirats Arabes Unis, puis le Qatar et de nombreux autres pays le dire. Il y a un an, les États-Unis d'Amérique étaient un pays mort. Aujourd'hui, c'est le pays le plus en vue dans le monde. Cela ne fait aucun doute. Et en fait, si vous repensez à ce qui s'est passé il y a un an avant les élections, parce qu'après le 5 novembre, c'est le moment où nous avons commencé à attirer l'attention. Mais si vous regardez, il y a deux ans, personne ne m'aurait demandé de parler, personne n'aurait demandé à Joe Biden de venir prendre la parole. Et s'il avait voulu le faire, on n'aurait pas accepté. Il n'aurait pas parlé. Il ne parlait pas bien. Mais tous les pays du Moyen-Orient, bien tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça aurait pu se produire bien avant, mais c'est l'administration de Biden, et de Barack Obama et ensuite de Joe Biden, qui ont empêché cela. C'était une guerre de haine. Et lorsque le président Obama a signé l'accord nucléaire avec l'Iran, ça s'est avéré être un désastre pour Israël, une catastrophe pour tout le monde. Je me souviens que Bibi Netanyahou est venu aux États-Unis et a travaillé dur pour amener Obama à ne pas signer cet accord. Il a travaillé dur, et tellement dur. Mais c'était comme s'adresser à un mur. C'était vraiment parler à un mur. Ils voulaient cet accord. Ils ont choisi l'Iran par rapport à d'autres pays, de bons pays, notamment Israël. Et c'était vraiment le début d'une très mauvaise période. On avait Obama. Et cet accord nucléaire avec l'Iran s'est avéré être une catastrophe. Et d'ailleurs, j'ai mis un terme à cet accord nucléaire avec l'Iran. Et j'étais très fière de le faire. Et même pour l'Iran, dont le régime est responsable de tant de morts dans le Moyen-Orient, nous leur tendons la main pour l'amitié et la coopération. Et je peux vous dire qu'ils veulent bien un contrat. C'est tout ce que je fais dans ma vie, signer des contrats. Je suis bon pour cela. Je l'ai toujours été. Je sais ce qu'ils veulent. Même s'ils veulent, nous ne voulons pas d'accord. Je peux vous assurer qu'ils veulent un accord. Ils veulent signer un accord. Et nous allons faire quelque chose parce que ce qui se passe est simplement fou et nous ne voulons pas que cela se reproduise, ni les États-Unis, ni Israël, d'hostilité envers la population iranienne. Nous voulons vivre dans la paix, nous ne voulons pas de menaces planant au-dessus de nos têtes et nous ne voulons pas non plus penser à une destruction nucléaire, que cela ne se produira jamais. Il n'y a rien qui puisse faire plus de bien à cette région que l'Iran renonçant au nucléaire, arrêter de menacer ses voisins, éliminer les proxys et reconnaître Israël, enfin. Je pense que c'est la seule chose à faire. Et pour l'Iran, et comme vous le savez, cela n'a rien à voir avec la faiblesse, mais je vais dire cela, nous serons prêts lorsque vous le serez, et ce sera la meilleure décision que l'Iran ait jamais prise, et ça va se faire. Une population très sympathique. Je connais beaucoup d'Iraniens aux États-Unis. Ils sont des gens intelligents, qui travaillent dur, qui ne sont pas heureux de ce qui se passe dans leur pays. Et depuis le 7 octobre, la victoire d'Israël doit prouver au monde que ceux qui cherchent à détruire cette nation échoueront et que l'État d'Israël est fort et vivra et se battra et restera florissant à tout jamais.
C'est la raison pour laquelle Israël restera toujours un allié des États-Unis d'Amérique, un allié vital. Israël partage nos valeurs et ils ont des militaires extrêmement puissants. Vous avez fait un travail extraordinaire. Et vous avez une des économies les plus innovantes du monde et ce sont là une des plusieurs raisons qui font que je suis fier d'être un ami d'Israël. Et tout le monde le dit, je suis le meilleur ami d'Israël à la Maison-Blanche. Mais si vous l'avez peut-être dit aussi, Bibi, et je vous en remercie, mais en tant que président, j'ai mis un terme au désastre lié à cet accord nucléaire et j'ai également détruit le programme nucléaire iranien avec nos bombardiers B-2 qui ont agi très rapidement et avec beaucoup de précision. Et c'était vraiment extraordinaire sur le plan militaire. Et j'ai autorisé que soient investis des dizaines de millions de dollars dans la défense israélienne. Et après des années de promesses non tenues de la part d'autres présidents américains. Vous savez, ils faisaient des promesses et je n'ai jamais compris cela avant. Il y avait beaucoup de pression exercée sur ces présidents, moi aussi, mais je n'ai pas baissé les bras devant la pression. Mais pendant des décennies, chaque président a dit « nous allons le faire ». La différence, c'est que j'ai respecté ma promesse et j'ai officiellement reconnu la capitale d'Israël et déménagé l'ambassade américaine qui est installée à Jérusalem maintenant. Est-il exact, Myriam? Est-ce exact, Myriam? Regardez Myriam, elle est là, levez-vous. Myriam et Sheldon venaient dans mon bureau. Ils m'ont appelé. Je pense qu'ils sont venus plus souvent que quiconque à la Maison-Blanche. Regardez-les, ils sont assis, très innocents. Il y avait 60 milliards à la banque. Non, je pense qu'elle a dit plus encore. Elle adore Israël. Elle adore Israël. Et son mari était quelqu'un de très agressif, mais je les ai vraiment beaucoup aimés et ils m'ont beaucoup soutenu. Il m'a appelé, son mari m'a appelé en disant « Est-ce que je peux venir vous voir ?» Je lui ai dit « Sheldon, je suis le président des États-Unis. Ça ne fonctionne pas comme ça. » Et il est venu. Ils sont responsables de beaucoup de choses. Ils m'ont même amené à penser aux hauteurs du Golan, au plateau du Golan, ce qui est une des choses les plus extraordinaires qui se soit jamais réalisée. Myriam, levez-vous, s'il vous plaît. En fait, elle adore vraiment ce pays. Elle adore ce pays. Son mari est extraordinaire, il nous manque beaucoup. Mais je vais avoir des problèmes avec ça. J'ai dit, Myriam, je sais que vous adorez Israël, mais qu'est-ce que vous préférez et que vous aimez le plus, les États-Unis ou Israël? Elle a refusé de répondre. Ce qui veut dire peut-être Israël? Nous vous aimons beaucoup. Merci d'être ici. C'est un grand honneur. Un grand honneur. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme extraordinaire. Et j'ai toujours soutenu les gens de cette communauté. Je serai toujours de votre côté. Je serai toujours avec vous. Il se pourrait que quelque chose se produise qui m'amenait à changer d'avis. Peut-être quelqu'un de stupide qui viendrait dans le bureau, qui voudrait faire des choses négatives. Mais j'espère que cela ne se produira jamais. Et c'est un homme ici. Et ces deux hommes, d'ailleurs, ici, sont des hommes gentils, sympathiques. J'ai une idée. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que vous ne lui accordez pas votre... Pardon. Pourquoi ne lui accordez-vous pas votre grâce?
D'ailleurs, à ce propos, ça n'était pas dans le discours, comme vous le savez probablement. Mais il s'avère que j'aime cet homme ici, qui semble faire tant de choses. Et que cela nous plaise ou pas, cela a été une des périodes, un des pays présidents en temps de guerre les plus incroyables. Le cigare, les cigares, le champagne, à qui cela importe ? Allez, c'est suffisant, ça fait suffisamment de controverse pour la journée. En fait, je ne pense pas que cela soit quelque chose de très controversé. Vous êtes très très populaire, vous êtes un homme très populaire. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant vous avez une victoire à votre actif. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai rencontré nombre de familles des otages israéliens et ceux qui ont été emmenés comme otages, je les ai regardés dans les yeux, j'ai vu leur souffrance et le cauchemar qu'ils ont vécu, mais j'ai également vu un amour extraordinaire, un amour pour ceux qui leur ont permis de faire face à des milliers d'années de persécution, de répression, et d'émerger littéralement avec le cœur de David. Est-ce que c'est l'amour qui a permis de détruire les ennemis et de permettre à ce pays de mettre en place une économie et une démocratie qui est une des plus grandes au monde? Et c'est la raison pour laquelle c'est un honneur pour moi de me retrouver ici aujourd'hui, de m'adresser à cette assemblée et de cette capitale ancienne et éternelle qu'est Jérusalem, et je suis fière d'y avoir participé. Et ce pays est la preuve vivante qu'un avenir beaucoup plus lumineux attend la région et que c'est à notre portée. Pendant des milliers d'années, Jérusalem a été la maison de gens de toute appartenance ethnique et le centre de la foi d'Abraham. J'adore cela. C'est la première fois que j'ai vu ce mot Abraham avec ces sites sacrés et les pèlerins et les visiteurs venant du monde entier. Mais ici, entre le mont du Temple et la colline Calvary, des gens de toute foi vivent, servent leur famille et le font avec amour. Et cet exemple est simplement un des miracles modernes qu'Israël a offert au monde. Et pour en terminer, les dirigeants dans cette chambre savent mieux que quiconque les défis. Est-ce que cela a été réussi facilement? Je ne dirais pas non, cela a été dur, mais certains disent que ça a été un miracle. Ce que vous avez fait était un miracle. Regardez un petit peu ce qui se passe, regardez vos chances quand tout a commencé, et quand vous y pensez, vous êtes plus en sécurité aujourd'hui, plus fort aujourd'hui, et plus respecté aujourd'hui que jamais dans l'histoire d'Israël. Merci, merci beaucoup. Les gens disaient qu'Israël n'existerait jamais, ils ne le disent plus. Aujourd'hui, la sécurité peut prospérer. Aujourd'hui, le respect peut prospérer entre les nations dans l'ensemble du Moyen-Orient. Comme le disent les Écritures, les gens ici peuvent faire le bien et rechercher la paix. Ici, dans les vallées, les collines de cette magnifique création, aujourd'hui, même après 3000 ans de douleur et de conflit, le peuple d'Israël n'a jamais abandonné face aux menaces contre le sionisme, contre tous les types de menaces.
Vous cherchez à accomplir la promesse de Sion, la promesse de réussite, d'amour, la promesse de Dieu. Et le peuple des États-Unis n'a jamais perdu espoir et foi en cette promesse pour un avenir béni pour nous tous. Dès le jour où Israël a été fondé, nous avons été solidaires contre vents et marées, malgré tous les revers, dans toutes les victoires, les défaites, dans la gloire. Nous avons bâti ensemble des industries, nous avons découvert des choses ensemble, nous avons confronté le mal ensemble, nous avons mené des guerres ensemble, et surtout, ce qui est peut-être le plus beau, nous avons ensemble fait la paix. Et cette semaine, contre toute attente, nous avons réalisé l'impossible. Nous avons ramené nos otages chez eux. Et nous allons donc maintenant forger un avenir qui sera digne de notre patrimoine, de notre héritage. Nous allons construire un héritage dont tous les gens de cette région pourront être fiers. De nouveaux liens commerciaux naîtront de Tel Aviv à Dubaï, de Haïfa à Beyrouth, de Jérusalem à Damas, et d'Israël en Égypte, de l'Arabie Saoudite au Qatar, de l'Inde au Pakistan, de l'Indonésie à l'Irak, de la Syrie à Bahreïn, de la Turquie à la Jordanie, des Émirats arabes unis, à l'Oman, de l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Notre guerre que j'ai réglée. Ce sera l'espoir, l'harmonie, l'opportunité et le bonheur ici, dans ce centre géographique et spirituel du monde. Israël, les États-Unis et toutes les nations du Moyen-Orient seront bientôt plus fortes, plus en sécurité, plus prospères que jamais. Et je tiens à vous remercier toutes et tous une fois de plus pour cet honneur exceptionnel. Cela a vraiment été un honneur. C'est un honneur pour un président que d'être invité à faire cela. J'aime Israël. J'ai été avec vous et je serai avec vous tout du long pour être plus fort. Et je vous aime plus que jamais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le Moyen-Orient. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci.